La Chine est l'une des économies les plus importantes du monde, non seulement en raison de sa taille, mais aussi en raison de l'influence qu'elle exerce sur sa région, de la manière dont elle mène ses affaires avec les autres économies du monde, de ses immenses réserves monétaires, de ses politiques étrangères problématiques et, bien sûr, de sa population, qui représente 1/5 de l'ensemble des habitants de la planète. Même si la Chine n'était pas la deuxième économie mondiale, elle retiendrait tout de même notre attention en raison de l'impact tangible qu'elle a sur notre vie quotidienne. Regardez autour de vous en ce moment. Je suis sûr qu'il y a des dizaines de biens de consommation fabriqués dans des usines chinoises qui améliorent matériellement votre niveau de vie, y compris probablement l'appareil sur lequel vous regardez cette vidéo en ce moment même. La dépendance économique à l'égard de la Chine, que nous aimons ou non admettre, commence à s'estomper. Mais elle est toujours là. Et c'est pourquoi la validité et la fiabilité de ces données économiques ont un impact très réel sur la façon dont nous gérons nos propres économies. Chaque fois que je présente une vidéo concernant l'économie chinoise sur cette chaîne, j'indique brièvement que les chiffres économiques provenant des agences chinoises peuvent être modifiés à différents niveaux, tous gouvernementaux, afin de présenter une image plus positive de la prospérité économique de la Chine. Cela peut aller du gonflement des chiffres de production à la déformation des données sur l'emploi. Il existe plusieurs raisons très logiques pour lesquelles les différents niveaux de gouvernement en Chine essaient d'agir de la sorte. Il peut s'agir d'accroître le financement de projets locaux, de gagner la faveur des chefs de parti en obtenant de bons résultats, ou au niveau international, de présenter un visage fort aux alliés potentiels comme aux adversaires. La déformation des chiffres économiques peut faire beaucoup plus de mal que le simple fait de froisser quelques égos et d'attribuer du crédit là où il n'en faut pas vraiment. Elle peut avoir un impact sérieux sur la qualité de vie de milliards de personnes, du moins dans le cas de la Chine. En outre, je pense qu'il est également important de reconnaître que la déformation des statistiques économiques n'est pas un problème propre à la Chine, loin s'en faut, mais il s'agit de la deuxième plus grande économie du monde et elle a la réputation, plus que tout autre pays, d'avoir recours à ce genre de pratiques. Voilà donc la principale raison pour laquelle elle constitue une excellente étude de cas pour apprendre ce qu'il faut rechercher afin de déterminer si une autre économie fait de même. Donc, quelles sont les preuves qui suggèrent que la Chine déforme ses chiffres économiques ? Quels problèmes ces chiffres posent-ils dans l'économie réelle ? Et enfin, quelles mesures pouvons-nous utiliser pour déterminer la véritable prospérité d'une économie si les chiffres officiels ne sont pas fiables ? Une fois que nous aurons analysé tout cela, et juste pour le plaisir, nous pourrons placer la Chine sur le classement de l'économie expliquée en utilisant des chiffres collectés indépendamment des publications officielles pour voir comment elle se situe par rapport à sa position actuelle. Lors de l'évaluation d'informations, tous les types de scientifiques, y compris les chercheurs en sciences sociales comme les économistes, doivent tenir compte de l'exactitude, de la précision et de la pertinence des données et des informations avec lesquelles ils travaillent. Si les données sont exactes et précises, elles seront regroupées autour du centre du diagramme de l'œil de bœuf de manière très serrée. Si les données sont précises mais pas exactes, elles seront toujours regroupées de manière très serrée, mais plutôt dans un coin du diagramme. Et si les données sont exactes mais pas précises, elles seront regroupées autour du centre du diagramme avec beaucoup d'espace entre chaque tir. La pertinence des données peut être un peu plus difficile à déterminer. Mais pour élargir cet exemple, si vous jouez au golf, la précision de vos fléchettes sur une cible ne vous aide pas beaucoup dans votre discipline initiale. En fait, je n'aime pas cette explication, car il est très facile de confondre l'exactitude et la précision. Prenons le PIB d'un pays comme l'Australie. La Banque mondiale a estimé qu'en 2021, la production de l'Australie s'élevait à 1542 660 millions de dollars. Ce chiffre est précis au million de dollars près, mais sa précision n'est peut-être pas si parfaite que cela, car le FMI indique que la production totale de l'Australie s'élevait à 1724 787 millions et celle des Nations Unies à 1423 473 millions de dollars. Ces estimations ne peuvent pas toutes les deux être exactes, car il y a un écart de plus de 300 milliards de dollars, ce qui correspond à peu près à l'économie du Portugal. La raison principale de cet écart est que ces organisations utilisent des techniques très différentes pour collecter et traiter les données nécessaires à l'estimation des chiffres du PIB, ce qui montre qu'il y a une grande marge de manœuvre pour interpréter des informations comme celle-ci, même lorsqu'il s'agit d'un pays très transparent et fiable comme l'Australie. De plus, ces chiffres commettent une autre erreur à laquelle les économistes doivent faire attention. Ils surestiment leur précision. Il est impossible qu'une organisation soit en mesure de mesurer la production totale d'une économie nationale
au million de dollars près. Et pourtant, elle a exprimé ces chiffres à ce niveau, ce qui pourrait donner au lecteur une impression erronée de la précision de ces derniers. En fait, les économistes commettent constamment des erreurs dans ce domaine, et les personnes qui prennent des décisions importantes sur la base de ces données savent parfaitement qu'elles ne sont pas précises au million de dollars près. Mais si vous effectuez vous-même des calculs de ce type, n'hésitez pas à arrondir au facteur de 10 dont vous êtes certain, et vous pourrez alors affirmer que vous produisez de meilleurs chiffres économiques que les Nations Unies. La pertinence des chiffres du PIB australien dépend de ce que vous essayez d'obtenir. Si vous voulez avoir un aperçu de la taille générale de l'économie australienne, les chiffres du PIB sont parfaits. Mais si vous voulez comprendre le niveau de vie en Australie ou la taille de l'économie allemande, ces chiffres ne sont pas vraiment pertinents, du moins pas sans informations supplémentaires. Outre le fait de vous tromper et de vous faire apprendre quelque chose sur les statistiques, il est très important de comprendre l'exactitude, la précision et la pertinence de tous les chiffres que vous voyez. Car même s'ils ne sont pas carrément truqués, il est possible qu'ils soient soigneusement sélectionnés pour vous donner une fausse impression. Si les personnes qui collectent et traitent ces données n'ont pas de parti pris particulier, les petites erreurs de ce type peuvent s'équilibrer d'elles-mêmes, surtout si les points de données sont collectés de manière générale et en grand nombre. Mais en Chine, tous les niveaux de gouvernement sont réellement incités à choisir des chiffres qui présentent l'image la plus positive. Si ces points de données biaisés sont transmis aux échelons supérieurs pour être agrégés dans les chiffres nationaux, les erreurs peuvent s'additionner les unes aux autres pour produire des résultats nets qui sont erronés dans une plus large mesure. Par ailleurs, la collecte de données sur le PIB est difficile. Je pense qu'il est utile de rappeler que la Banque mondiale évalue la capacité de tous les pays à produire des chiffres économiques exacts à l'aide d'un score de capacité statistique. Par le passé, le score de la Chine a été inférieur à la médiane. Elle se situait dans le 38e centile des pays à revenus faibles ou intermédiaires en 2004 et dans le 52e centile en 2015. Toutefois, dans le classement de 2016, la Chine a été placée dans le 83e centile, ce qui signifie que seuls 17% des pays à faible revenu et à revenus intermédiaires ont été en mesure de générer des chiffres agrégés plus précis qu'elle. Ce n'est toujours pas une bonne chose, car les pays à revenus faibles et intermédiaires ont tendance à produire des chiffres économiques bien moins bons que les pays avancés. Tout simplement car il est logique que les pays les plus pauvres aient plus de mal à produire des données économiques de haute qualité. La formule de calcul de la production économique est assez simple. Consommation, investissement, dépenses publiques, exportation nette, aucun problème. Mais si je vous donnais toutes les ressources à la disposition d'un bureau national de statistiques moyen, par où commencer pour trouver les chiffres à introduire dans cette équation ? Il est théoriquement possible d'asseoir un économiste à la fin de chaque chaîne de production et de chaque service fourni dans le pays, mais c'est évidemment très peu rentable, parce qu'à ce moment-là, une partie importante de votre production économique serait en train de mesurer votre production économique. Dans les économies avancées dotées de systèmes financiers très formalisés, les agences gouvernementales chargées de produire des chiffres économiques peuvent utiliser des données collectées par d'autres agences qui suivent des éléments susceptibles de les intéresser. Le Bureau américain d'analyse économique est chargé de produire des estimations du PIB pour tous les États américains, ainsi que pour l'ensemble des États-Unis, et il utilise principalement des données collectées par l'IRS et les douanes. Vous devriez pouvoir consulter la méthodologie utilisée par votre propre gouvernement pour produire des estimations économiques, car la plupart d'entre eux souhaitent rendre le processus aussi transparent que possible. Le problème que cela pose pour un pays comme la Chine est qu'une grande partie de son économie est encore très informelle. Nous avons déjà expliqué dans une vidéo récente que seul environ 2% de la population chinoise paie régulièrement des impôts, de sorte qu'il n'est pas possible d'obtenir une image claire de l'économie à partir des données fiscales. Il n'y a donc pas d'autre solution que de s'appuyer sur une collecte de données de première main. Nous devons également nous pencher sur l'éléphant dans la pièce, la corruption en Chine, qui est bien connue. Ainsi, lorsqu'une économie massive comme celle de la Chine traite d'un ensemble très complexe de chiffres qui sont collectés et interprétés par de nombreux fonctionnaires, qui ont tous intérêt à présenter un message positif à leurs supérieurs, il n'est pas surprenant que ces derniers ne soient pas fiables. Il faut également tenir compte de l'effet cumulatif des chiffres communiqués chaque année. Carsten Holtz est un chercheur de l'université de Stanford qui a publié un article sur la qualité des statistiques du PIB de la Chine intitulé « The Quality of China's GDP Statistics », la qualité des statistiques du PIB de la Chine. Il s'agit d'un vieil article, mais il affirme qu'après avoir fabriqué un rapport, les dirigeants ont du mal à revenir à des chiffres exacts
parce qu'il devrait annoncer une croissance inférieure à la réalité pour rééquilibrer le niveau de la production. Si vous êtes un dirigeant d'une collectivité locale qui a accidentellement ou volontairement surestimé ses chiffres de production de 1% au cours d'une année, vous devrez ajouter ce 1% supplémentaire aux chiffres de l'année suivante, faute de quoi vous donnerez l'impression d'avoir régressé. Et si l'on procède ainsi pendant suffisamment longtemps, l'écart entre les chiffres corrects et les chiffres de l'année précédente sera si important que la communication des chiffres réels entraînerait une chute si radicale qu'elle déclencherait une enquête. À ce stade, même si les fonctionnaires ne voulaient pas communiquer ouvertement de faux chiffres, ils auraient tout intérêt à continuer à le faire, car les sanctions seraient probablement sévères. Le gouvernement chinois a reconnu ce problème dès les années 1990. Une fuite d'un haut fonctionnaire du gouvernement chinois a ouvertement admis que les chiffres du PIB étaient purement artificiels. En raison de ce problème systémique, les organisations internationales et le gouvernement chinois lui-même n'utilisent plus les données collectées par les gouvernements provinciaux pour créer les chiffres de la production nationale sans apporter au préalable des corrections, pour tenir compte de la tendance au gonflement des chiffres. Le problème est donc que le Bureau national des statistiques de Chine admet librement qu'il procède à des ajustements discrétionnaires de ces données et ne fournit aucune autre transparence sur la nature de ces ajustements. La division de recherche de la Réserve fédérale américaine a fait valoir que ce manque de transparence est en fait pire que des chiffres manifestement faux, car il est plus difficile de savoir quels ont été les ajustements. Il est donc assez évident pour la plupart des économistes que oui, en raison d'une combinaison de difficultés de collecte de données, d'incompétence, de corruption et de manipulation délibérée, les chiffres économiques chinois ne sont pas fiables et qu'ils sont surestimés plutôt que sous-estimés. La question est donc la suivante. Comment faire de meilleures estimations ? La production d'une économie est fortement corrélée à de nombreux autres points de données qui peuvent être observés sans l'aide ou, plus important encore, sans l'interférence des organisations gouvernementales. Li Keqiang, le représentant du Parti communiste qui a admis que les chiffres du PIB étaient fabriqués de toutes parts, a très franchement expliqué que les 3 seuls éléments qu'il prenait en compte pour évaluer l'économie étaient la consommation d'électricité, le volume des marchandises transportées par voie ferrée et les prêts bancaires. Et si une économie consomme plus d'électricité, transporte plus de marchandises par voie ferrée et prête plus d'argent à divers projets, il est presque certain qu'elle crée plus de production. L'avantage d'utiliser ces points de données est qu'ils sont centralisés, donc faciles à collecter, et qu'ils sont également très difficiles à manipuler. La consommation d'électricité est mesurée directement à partir du réseau. Les chemins de fer ont besoin de suivre les entrées et sorties de containers, et les banques veulent évidemment s'assurer qu'elles conservent des dossiers fiables sur les personnes qui leur doivent de l'argent. Il s'agit là d'un sujet intéressant, mais uniquement si vous êtes un haut fonctionnaire du PCC. En effet, un économiste étranger n'aura pas beaucoup de chances d'obtenir de la part des banques d'État chinoises une ventilation complète de leurs nouvelles activités de prêt national. Cela signifie que ces chiffres sont encore susceptibles d'être manipulés avant que quiconque en dehors du parti n'en prenne connaissance. Il existe cependant d'autres sources de données qui sont certes pires, mais qui sont beaucoup plus faciles à collecter. Une méthode très répandue consiste à mesurer la lumière émise par un pays la nuit à l'aide d'images satellites. La théorie veut qu'un pays émette plus de lumière lorsqu'il y a plus d'activité économique. L'éclairage des routes, des usines, des voitures et même des stades est le résultat direct d'un certain type de production économique, donc plus il y a de lumière, plus le PIB est élevé. Il s'agit d'une thèse très amusante car nous pouvons la tester approximativement en regardant différentes images. Voici la Corée du Sud avec un PIB de 1,8 trillion de dollars. Et voici la Corée du Nord avec un PIB d'environ 29 milliards de dollars. Bien que cette théorie soit amusante, je suis sûr que beaucoup d'entre vous pensent déjà aux problèmes que pose ce système. Par exemple, il y a beaucoup d'autres facteurs qui déterminent la production de lumière en dehors de l'activité économique pure. Un pays avec une population plus importante utilisera naturellement plus de lumière. Un pays avec une industrie plus lourde utilisera plus de lumière par rapport à un pays qui produit principalement de la valeur dans le secteur des services. Même les différences culturelles sur la façon dont les résidents veulent que leur ville soit lumineuse peuvent changer la production de lumière. Par exemple, comparez Shanghai à Paris. L'un est beaucoup plus éclairé que l'autre, mais Paris est en fait le centre économique le plus important. Bien sûr, il est possible d'ajouter des compensations pour ces facteurs, mais on se heurte alors au même problème de modification de la production en fonction d'un certain niveau de discrétion. Luis Martinez, économiste à l'Université de Chicago, a publié un article sur cette théorie, qui suggère que la croissance de la production lumineuse de la Chine au cours des dernières décennies n'était pas suffisante pour correspondre à la croissance déclarée de la production économique globale.
Il a également constaté que les gouvernements autocratiques en général ont tendance à surestimer leurs chiffres économiques réels de 35% en moyenne lorsqu'ils sont mesurés à l'aide de la production lumineuse comme indicateur de croissance. Le même document poursuit en affirmant que la croissance de la Chine pourrait avoir été surestimée de plus du double entre 1993 et 2012. Martinez a tenu compte des différences entre les pays qu'il a étudiés d'une manière qui a résisté à l'examen généralisé par les pairs. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, car cela signifie simplement qu'il a tiré des conclusions rationnelles à partir de données fiables. Les autocraties, en particulier celles qui ont une orientation communiste, ont tendance à mettre l'accent sur l'industrie lourde, même lorsqu'elles sont très pauvres, ce qui signifie que leur production lumineuse de base est déjà très élevée et que la variation de la production lumineuse totale ne serait pas aussi fortement affectée par l'enrichissement des ménages que dans une économie typique qui suit le parcours habituel des agriculteurs, des ouvriers d'usine et des travailleurs du secteur des services. Lénine lui-même a déclaré dans l'un de ses discours que le communisme, c'est le pouvoir soviétique plus l'électrification de tout le pays. De sorte que les nations communistes ont manifestement une propension à fournir de l'électricité en priorité. C'est un peu comme si vous essayiez de déterminer la richesse de vos voisins en fonction du nombre de fois qu'ils se font livrer de la nourriture chaque mois. La théorie générale veut que plus les gens gagnent de l'argent, plus ils peuvent se permettre de se faire livrer de la nourriture du restaurant. Mais si vous vivez à côté de voisins qui sont de vrais gourmets, il se peut qu'ils commandent déjà des repas différents tous les soirs. S'ils obtiennent une grosse promotion au travail, ils ne commanderont pas plus de nourriture parce qu'il y a une limite à ce qu'ils peuvent manger en une journée. Or, si vous basez votre estimation de l'augmentation de leurs revenus sur la quantité de nourriture supplémentaire qu'ils commandent, il est peu probable que vous remarquiez le fait qu'ils ont obtenu une promotion. Martinez l'a reconnu et il ne défendait pas sérieusement l'idée que les organisations internationales devraient utiliser des télescopes au lieu de chiffres fournis par le gouvernement, mais il l'a présenté comme un contrôle de vérification étonnamment fiable. Je tiens à préciser que Money and Macro, une petite chaîne économique, m'a devancé une fois de plus sur cet article en réalisant une vidéo très détaillée sur la méthodologie de cette recherche. Nous avons abordé différents détails, mais elle mérite vraiment d'être citée à nouveau. Ce qui est important ici, c'est que toutes ces méthodes alternatives de mesure de la croissance du PIB peuvent être utilisées pour vérifier ou mettre en doute certains chiffres, mais qu'elles peinent à produire elles-mêmes des estimations exactes. Pour la plupart, c'est en fait suffisant. Pour les décideurs réels et même les économies elles-mêmes, les chiffres du PIB n'ont pas autant d'importance que vous le pensez. Si la croissance du PIB est tant convoitée, c'est parce qu'elle peut directement conduire à l'amélioration du niveau de vie des citoyens moyens de l'économie, de sorte que cette dernière permet de résoudre de nombreux autres problèmes. Les gens sont prêts à supporter beaucoup de choses s'ils pensent qu'ils s'enrichissent. Bien sûr, nous savons que les chiffres du PIB ne sont que ceux qui font les gros titres, et qu'il est tout à fait possible que le niveau de vie et l'influence économique diminuent même si la production augmente. Si vous voulez voir cette tendance contre-intuitive en action, ne cherchez pas plus loin et regardez la Chine. J'ai pris les estimations des différents documents de recherche et rapports que nous avons explorés dans cette vidéo et je les ai utilisés pour réévaluer la position de la Chine dans le classement de l'économie expliquée. En commençant par la taille, la plupart des documents ne prennent pas la décision audacieuse de proposer leurs propres estimations du PIB pour l'économie nationale chinoise, mais se contentent de donner des indications sur le degré de surestimation des chiffres officiels. Nous pouvons néanmoins travailler à contresens et constater que même les estimations les plus accablantes donnent à la Chine une production nationale d'environ 9 000 milliards de dollars, alors que les estimations officielles sont de 17 700 milliards. Cela en fait tout de même la deuxième économie du monde, ce qui lui vaut un 10 sur 10. Le PIB par habitant est l'élément le plus intéressant ici, car c'est la raison principale pour laquelle le gouvernement chinois s'est senti obligé de mentir sur ces chiffres. L'idée que les gens renoncent à certaines libertés, mais qu'en échange ils obtiennent un billet à bord de l'économie qui connaît la croissance la plus rapide au monde, est en grande partie à l'origine de la poursuite des pratiques autoritaires de ce pays. Si les chiffres officiels correspondaient davantage aux estimations médiocres des documents que nous avons examinés dans cette vidéo, les habitants pourraient ne plus considérer qu'il s'agit là d'un échange équitable. Selon les chiffres officiels, la Chine a un PIB par habitant d'un peu plus de 10 000 $. Mais si nous appliquions les ajustements recommandés, ajustements qui pourraient être aussi bas que 4 500 $, cela ramènerait une grande partie de la nation sous le seuil de pauvreté internationale, ce qui lui vaut une note de 3 sur 10. La stabilité et la confiance reposent principalement sur des facteurs non liés à la production, tels que la stabilité politique, des systèmes juridiques équitables
des ambitions militaristes et la dépendance à l'égard d'une seule industrie, ce qui ne change rien à la note de 6 sur 10. La croissance est le mécanisme par lequel ces chiffres sont devenus si éloignés de la réalité. Si vous mentez sur des chiffres de croissance une année, vous devez continuer à mentir. Et quelques décennies plus tard, la nation se retrouve dans une position où certains économistes estiment que leur production est surestimée de près du double. Le plus triste, c'est que la Chine n'a pas besoin de mentir sur ces chiffres. Ils seraient impressionnants de toute façon. Ainsi, même en prenant les estimations les plus conservatrices, leur score de croissance passe de 10 sur 10 à 8 sur 10. L'industrie reste également inchangée, car tous les économistes s'accordent à dire que la capacité de la Chine en matière de fabrication, de construction et même de services n'est surpassée que par celle des États-Unis à l'échelle mondiale, ce qui lui vaut toujours un 10 sur 10. Au total, la Chine obtient une note ajustée de 7,4 sur 10, ce qui reste incroyablement impressionnant, tout comme l'économie chinoise, mais ce n'est pas non plus la note que j'utiliserai à l'avenir. Même si beaucoup de personnes très intelligentes ont devancé des arguments très convaincants pour dire que ces chiffres pourraient être plus précis que les chiffres officiels, cela nuirait à la précision de ce classement. En effet, nous avons toujours utilisé les estimations de la Banque mondiale pour chaque pays, et il y en a beaucoup sur cette liste qui modifient probablement leurs chiffres encore plus que la Chine, mais ils s'en tirent parce qu'ils n'attirent pas autant d'attention ou d'intérêt que la deuxième plus grande économie du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!